parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue à tous, si vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, vous écoutez Les Grandes Gueules, ce talk show qui parle de vous, qui se déroule ici sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV, du lundi au vendredi. Pour votre plaisir, nous décryptons l'actualité pour vous aider à mieux la comprendre. Merci de nous regarder à la télévision, vous pouvez interagir à nos sujets, vous le savez, en nous écrivant au 657 39 13 13. D'ailleurs, le message, vous allez le voir, il s'affiche juste en bas de votre écran. Et si vous êtes à l'international, vous ajusterez juste l'indicatif 00224 657 39 13 13. Vous pouvez également nous écrire sur Twitter au hashtag EspaceGG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos préoccupations dans la deuxième partie de l'émission. Merci de nous écouter sur Fraternité FM du côté de Mamou, la ville Carrefour. Vous nous écoutez sur Bambou FM du côté de Farana. Merci à tous de votre fidélité. À Matam, les citoyens attendent toujours les premières actions concrètes de leur conseil communal depuis son installation. En 2018, la mairie n'a encore réalisé aucun projet. Pourtant, tout comme les autres municipalités, Matam dispose de sources de revenus multiples en plus de la subvention de l'État. D'ailleurs, depuis 2019, l'exécutif et l'ensemble des conseillers n'ont tenu aucune session. La gestion se fait dans la plus grande opacité. Pour en parler ce matin, nous recevons Youssouf Kamara, conseiller communal et président de la commission économie de la mairie. Les avocats français de l'opposant guinéen Chérif Ba empêchés de venir en Guinée, c'est du moins ce que dit maître Yvan Terrel du barreau de Paris. Lui et son associé disent avoir fait la demande par l'entremise du barreau de Guinée depuis janvier dernier. Le président de l'ordre des avocats, maître Djibril Kouyaté, confirme l'information et dit avoir transmis la sollicitation au ministère des Affaires étrangères. Depuis, silence radio, aucune réponse ne lui est parvenue, donc pas de visa pour les avocats français qui devraient rejoindre leur père guinéen dans le procès des cadres de l'UFDG qui n'a pas encore véritablement démarré, il faut le dire. Comment compte-t-il s'y prendre? Maître Yvan Terrel répondra ce matin aux questions des grandes gueules. Les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal sont à l'arrêt depuis quelques semaines. À cette allure, cette maison de Dieu ne pourra donc pas accueillir les premiers fidèles pendant les fidèles pendant ce mois de Ramadan, car les conteneurs d'équipements destinés à la finition des travaux sont bloqués au port autonome de Conakry. Quel est le nœud du problème? Nous entendrons, si tout va bien, le chargé de communication de l'entreprise contractante. Il s'agit de Mamadou Alpha Doumbouya. Il répondra donc à nos questions pour nous éclairer sur cette situation. Vous le savez, d'autres sujets viendront bien évidemment s'ajouter à ceux que je viens de lire encore une fois. Merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules avec l'équipe B au complet. Caps, bonjour. Madame Yoro, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Diba Milimono. Bonjour ma tante et bonjour à tous. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien. Mafoudia Bangoura. Bonjour Yero, bonjour à tous. On a décidé de force Sobi. Le yo. Il n'y a pas Gouli dedans. C'est qu'il y a une télépathie entre nous. Quand même. Okay. Voilà, c'est ce qu'il faut signaler. C'est le mois des femmes. On a décidé de rien à voir avec moi les femmes. On a décidé de valoriser le damier. Bonjour Alphonse. Bonjour, c'est vraiment un bonjour. Avec ce sur quoi moi je suis resté bloqué. Tu as toujours quelque chose? Non, oui, je suis resté bloqué. La gorge? Je suis resté bloqué depuis jeudi sur la sortie du Premier ministre. Qu'est-ce qui se passe? Kassori nous prévient de façon très rusée que les mois à venir, la galère qu'on est en train de vivre ne suffit pas. Elle va se multiplier. En tout cas, il a dit que la situation pourrait être difficile les jours à venir. Oui, au fait, j'ai comme l'impression que le président et Kassori nous informent déjà de ce qui nous attend. Et ils ne le font pas de façon officielle, c'est-à-dire lors d'une déclaration de politique générale du gouvernement, mais ils profitent des forums avec des partenaires pour dire que non, bon, on est là, oui, on est là avec vous, mais bon, vous les Guinéens qui allez nous suivre, préparez-vous, hein. Votre galère là, ce n'est pas encore fini. Le PM Kassori quand même, qui prévenait il y a un moment que la Guinée allait surpasser la Côte d'Ivoire en 2 ans.
hier, avant-hier dans son intervention, dit que la Côte d'Ivoire est mieux préparée à se mettre à l'abri des conséquences de la Covid que la Guinée. Les grandes gueules. J'ai envie de me poser la question. Un aveu d'échec, Oui, de faiblesse, je ne mais sais pas. 10 ans, il dit que la Guinée, on importe tout. J'ai envie de me poser la question. 10 ans quand même de campagne agricole, ça a donné quoi? On ne peut pas acheter notre malais sur le marché. Où est parti notre malais? Où est l'effet de toute cette campagne qu'on a eue dans le programme agricole du président? 10 ans, on ne peut pas acheter encore notre malais sur le marché. Et l'autre côté, c'est quoi? Aujourd'hui, quand le gouvernement dit que les mois prochains seront durs, j'ai envie de comprendre. Ça va être dur pour le gouvernement ou pour nous, les citoyens? Ah ben si c'est Ça, dur c'est pour le jamais gouvernement, dur ça pour se le Non, mais non, répercute sur la attendez, population. peut-être qu'ils vont réduire le train Non. de vie. Non, écoutez, Madame Yero, Non. comme ils ne sont pas Si c'est déterminés, comme ça, il ne va pas le dire. eh ben, voici. Parce que moi, j'ai bien envie de comprendre comment ça pourrait être plus dur que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Avec cette histoire de Covid, le monde a dit qu'on doit s'habituer à la Covid. La Guinée est revenue sur certaines mesures, comment on va dire, économicides, parce que ça casse le cou à plusieurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, ces gens-là dont les activités sont bloquées par la Covid sont quand même à la maison. Ils ne génèrent plus de revenus, ils ne peuvent plus prendre en charge ceux qui prenaient en charge avant. Donc, ils retournent dans des situations précaires. La dernière fois, je discutais avec une gérante de salon. Elle me dit que rien que pour les mariages, il y avait près de 20, 30 ou 35 millions qui entraient. Maintenant, avec ces nouvelles mesures, ils n'ont même pas 10 millions. Il y en a qui peinent à faire 3 millions la semaine. Donc, il y en a qui sont carrément obligés de faire ça en clando. Quand ils se déplacent, ils vont chez les gens. Et ça, c'est à des coûts tellement cassés que vous êtes soit obligé d'accepter ça ou de rester sans revenu. Donc aujourd'hui, le gouvernement avait proposé un plan de relance économique. Le plan a donné quoi? Aujourd'hui, il faut qu'on évalue le plan. Il est temps d'évaluer ce plan de relance économique que Kassory nous avait proposé avec son gouvernement. Si aujourd'hui le plan n'a rien donné, c'est le bon moment pour le gouvernement de trouver un autre plan. Ce n'est jamais mal de trouver plan B jusqu'au plan Z. Mais on se méfie quand même de préparer les esprits, parce que ça, ils sont en train de nous préparer nos esprits à dire que la situation qu'on vit n'est pas suffisante. Je disais la dernière fois, quand je parlais de solutions face à cette situation Corona et Ebola, j'ai dit que le gouvernement réduise le prix du carburant afin qu'on réduise le coût du transport et réduire le nombre de personnes dans les véhicules. Le prix du carburant, bientôt, on va connaître. C'est ce que je viens de dire. Le président, dans sa récente sortie, nous prévient qu'après le Ramadan, on va connaître une hausse du prix du carburant. Mais on va mettre qui à l'abri? Parce qu'en augmentant le prix du carburant, ce n'est pas que le transport qui va augmenter. C'est même le sel dans le petit marché qui va augmenter. Il faut quand même justifier. Il y a des raisons qui puissent non, mais justifier. Cabs. Il y aura pas de raison. Ce revirement, alors que dans un premier temps, on disait qu'en 2 ans, on pourrait dépasser la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on prend complètement le contre-pied de cette Mafoudia, tu me laisses. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre pays n'évalue pas ses politiques publiques. Et ce manque d'évaluation de politique publique fait qu'il n'y a pas de résultat. Parce que c'est quand vous évaluez, vous savez ce qui a manqué ou pas. Aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui a manqué parce qu'ils n'ont pas évalué les politiques publiques. Ce plan de relance économique qu'on nous avait proposé, il n'y a eu personne, même au sein du gouvernement, pour l'évaluer. Déjà que le plan ne tenait pas avec cette crise de chiffres EDG et gouvernement. Donc le plan ne tenait pas, il n'a pas été évalué. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui a marché ou pas. Donc on va les regarder, mais on espère qu'on n'aura pas plus de galères que celles qu'on est en train de vivre. Bien, Mafoudi, à quoi faut-il s'attendre avec une telle situation quand on estime que les choses peuvent être encore plus dures pour les Guinéens? Alors, personnellement, je ne trouve aucun problème à cette communication du Premier ministre. Déjà, il faut contextualiser. Il assistait au lancement du Guinée Business Forum, initié par le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises. Et moi, je pense que toutes les occasions sont les bonnes pour pouvoir communiquer sur la situation du pays. Ce que le Premier ministre a dit, je le répète, je ne trouve pas de problème en quoi. Parce que dans tous les pays, je pense que c'est ce que nous demandons souvent ici, la communication. Quand il dit aujourd'hui que ça va être dur, pour moi, ce n'est pas un revirement. C'est plutôt cette prévention qui... Vous pensez que la situation n'est pas assez difficile comme Elle est difficile, mais c'est ce que j'essaie d'expliquer. En fait, aujourd'hui, toutes les nations du monde sont obligées de faire avec les réalités Covid. Et ce que le Premier ministre dit aujourd'hui, on peut avoir 2 choix dans ce débat. Débattre sur
ce manque de clarté dans la gouvernance qui fait qu'on se retrouve face à beaucoup de problèmes, ou encore tenir compte, débattre de la réalité Covid. Et lorsqu'on va sur le terrain, réalité Covid, effectivement, les prochains jours ou prochaines semaines vont être durs pour notre nation. Pourquoi ? La dernière fois, on parlait de l'augmentation du prix du blé dans ce studio. Et lorsqu'on le fait, ce ne sont pas des décisions qu'on prend de gaieté de cœur, parce que ça ne dépend pas de nos pays. Aujourd'hui, aller à l'international, nous, on n'est pas dans la prévision, mais les pays les plus sérieux sont dans la prévision. Par exemple, ils se projettent. Ils savent que la pandémie qu'on est en train de vivre, il ne faut pas compter à ce que ça s'arrête l'année prochaine. Peut-être on est là-dessus pour les 4-5 prochaines années. Ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos populations ne meurent pas de faim entre-temps. Les plus riches sont en train de stocker. Et ce stockage-là des plus riches impacte évidemment les pays pauvres comme nous. Et lorsque le Premier ministre dit par exemple que la Côte d'Ivoire est plus résiliente que nous, c'est la réalité. Maintenant, évidemment, ça ne touche à rien ce qu'il avait dit par rapport à ses ambitions. Ça, c'est un autre débat. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, avec la pandémie que le monde connaît, il y a un changement global qui fait que nous, les pays pauvres, qui ne sont même pas dans la préparation, dans la projection, on va devoir subir. Et ça passera par l'augmentation du prix du carburant, ça passera par bien d'autres choses comme, je ne sais pas, l'importation, les prix liés à tellement de choses. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. S'il nous avertit, on peut bien le comprendre. Non, pas qu'on fait avec, mais non, on supporte, s'il te plaît. Mafoudia. Pas qu'on la situation est assez difficile comme ça. J'en viens. La situation est difficile, mais la réalité est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait demandé au Premier ministre Kassory, par exemple? Lorsqu'il le dit, c'est une réalité. Mais en même temps, ce qu'on attend d'eux, au-delà de l'avertissement, chose qui est normale dans la gouvernance, c'est plus d'action. Qu'on ne soit pas tout le temps dans ces préventions ou dans ces discours, parce que les discours on les connaît, soit tant on nous dit dans les prochaines années on sera comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, mais dans les faits il faut qu'à un moment donné dans nos pays on commence à nous construire, parce qu'on n'est pas en train de nous, c'est comme si on survivait. On n'a pas de plan qui nous permette d'être à l'abri de certaines choses. Quand on prend aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire, mais on est loin. Pourtant, on avait et c'est justement là où on peut blâmer. Et c'est là où on peut blâmer. Je termine rapidement. Le président, il était prévu qu'on atteigne justement cette autosuffisance alimentaire. L'importance aujourd'hui, l'importance qu'on accorde aujourd'hui aux mines, faites la différence avec l'agriculture. Et pourtant, l'agriculture, c'est un secteur qui nous rapporterait tellement en termes d'emploi, en termes d'autosuffisance alimentaire, mais on est loin. Donc aujourd'hui, si le Guinéen consomme le pain, le riz, la quantité qu'on importe, on ne produit pas. Kabak est menacé. Partout, on faisait ne riz, aucune considération. Mais c'est un vrai problème. Je pense que Kabak est menacé parce que justement, on est en train de faire de l'ensablement par là, ici à Conakry. Parce qu'on ne préserve pas notre environnement. Ça fait pas de leadership au sommet. Justement, ça fait partie des stratégies qu'il va falloir mettre en place pour que le Guinéen puisse vivre de ce qu'il produit ou bien puisse produire de quoi il doit vivre. Je sais pas, c'est cette projection en fait qu'on demande qui n'existe pas et qui peut à un moment n'existe pas. Merci. Alors moi et qui ne va pas exister dans les jours à venir. C'est là le bas blesse. J'aimerais dire juste une chose. Il faut qu'on dise la vérité à l'État guinéen. Il faut qu'on sorte du populisme. Il faut qu'on sorte des promesses. Il faut que nous comprenions une chose. En Guinée, il n'y a pas une malédiction des ressources naturelles. C'est une malédiction de gouvernance et de leadership. Lorsqu'on écoute le Premier ministre, c'est à la fois un aveu d'échec, mais aussi une explication trop simpliste. Lorsque vous dites, je suis d'accord, aujourd'hui nous sommes dans une situation complexe. On parle de Covid-19. C'est une crise mondiale. Crise mondiale. Oui. Pourquoi ? Parce que nous avons une économie qui est extravertie, qui dépend en majeure partie de l'économie extérieure. Nous dépendons de l'aide extérieure, nous avons une économie qui est sous perfusion. Et ça, il faut poser la question, c'est de la faute à qui ? Mais c'est l'État lui-même. Parce qu'on a un État qui n'est pas reçu. On a un État qui a refusé systématiquement ces 10 dernières années de se mettre au travail et qui a passé tout son temps à dormir sur ses lauriers. Lorsque vous priorisez la bauxite par rapport à des secteurs aussi pourvoyeurs d'emploi et porteurs de croissance, ça veut dire que vous êtes en train vous-même d'exposer votre économie. Le Premier ministre, il a dit une chose qui a attiré mon attention. Il a dit que nous avons une économie moins résiliente par rapport à celle de la Côte d'Ivoire. Ce qui est vrai. La Côte d'Ivoire, ils se sont mis au travail depuis des années. Il y a eu une suite logique dans les investissements. Et en Guinée, on nous a parlé d'une campagne agricole. Aujourd'hui, cette sortie du Premier ministre vient clairement nous dire que ça n'a pas marché. On nous a parlé de PPTE. On nous a dit après le PPTE que les Guinéens allaient souffler, sortir des dénûments.
Aujourd'hui, on continue à avertir les Guinéens. Et l'autre aspect qu'il faille, à mon avis, mentionner, au-delà de la résilience, lorsque vous avez une économie qui est portée sur la production minière, n'oubliez pas que 15% de nos PIB provient de cette production minière et que vous ne favorisez pas la production agricole, ça veut dire que vous-même, vous vous exposez à la crise mondiale. Parce que si on avait développé, par exemple, les routes, pour l'agriculture, d'abord, il faut des routes. Pour l'agriculture, il faut de l'énergie, parce qu'il y a l'interrelation entre les secteurs. Si vous ne développez pas l'énergie, on n'a pas d'agriculture. Si vous ne développez pas l'énergie, on n'a pas de production bauxitique. Parce que c'est la terre brute qu'on est en train de transporter, fort malheureusement, qui n'a pas aussi un impact important sur l'économie et le train de vie du Guinéen. Pour finir rapidement, il y a le climat aussi des affaires. Le climat des affaires, parce que ce qu'on ne dit pas aux Guinéens, c'est bon de dire, le Covid est là. Mais aujourd'hui, ce pays, est-ce qu'il est fréquentable? Un pays dans lequel aujourd'hui des opérateurs économiques sont enlevés, un pays dans lequel des hommes politiques sont en détention, un pays dans lequel on interdit un chef, un leader politique, non des moindres, de sortir et de revenir. Ça fait peur aux investisseurs et ça crée un problème dans le pays parce qu'il y a une question de justice, il y a une question de climat des affaires. Il y a plusieurs paramètres aujourd'hui qui expliquent cette crise dans laquelle nous nous trouvons. Il faut que l'État guinéen se mette au travail. Il faut que l'État guinéen comprenne une chose. Nous sommes en économie. Il faut sortir des explications simplistes. Le PM, il y a une contradiction dans ses commentaires. Il faudrait qu'à un moment donné, on sorte du populisme. Bien. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Moussaïr, bonjour à tous. Que vous inspire ce sujet? Non, comme toujours, quand on écoute nos autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, il est très bien beau de nous donner des discours qui nous endorment parfois, parce que pour celui qui n'a pas une grande connaissance des termes qu'il utilise, tout de suite, il peut applaudir pour dire que voilà, dans 2 ans, la Guinée va dépasser le Nigeria. Et quand tu lis entre les lignes, et il y a un certain nombre de contradictions qui s'élèvent. C'est vrai qu'aujourd'hui, chacun de nous est conscient que c'est le monde entier qui est confronté à une crise. Et cette crise, elle ne dit pas son nom. Elle est sans précédent. On sait que même les grandes puissances, elles sont confrontées aujourd'hui à cette crise économique qui est mondiale. Mais lorsque, pour la Guinée, nous devons parler, il faut que le gouvernement comprenne que déjà, cette population qu'elle a, elle est désœuvrée. Elle a un revenu, si elle en a d'ailleurs, elle a un revenu très faible. Et c'est là, la jeunesse qui est le moteur du développement, elle n'a pas d'emploi. Elle déambule de café en café, de quartier en quartier, ou de réseau social à un autre réseau social. Qu'on veuille aujourd'hui nous endormir avec des termes économiques, je ne sais pas, macro, micro ou quoi, comme on nous a habitués à cela. C'est bien beau d'avoir la volonté de mieux faire, mais derrière, quels sont les actes concrets qui sont posés, qui rassurent les populations? Le président de la République, à son arrivée, de son arrivée jusqu'à maintenant, et il nous exprime des volontés, est-ce que des bonnes ou des mauvaises, mais de toute façon, il nous exprime des volontés. Nous voulons que la Guinée soit ceci, nous voulons que la Guinée soit cela, nous voulons que la Guinée dépasse tel ou tel. Mais sur le terrain, concrètement, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui brandir comme étant éléments qui nous permettent, dans 5 ans, 10 ans, de dépasser, par exemple, la Côte d'Ivoire? Si c'est sur le plan agricole, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont l'expérience de la Guinée avant les années 85, sous le premier régime, la Guinée était ce grenier de l'Afrique. La Guinée était ce grenier de l'Afrique. C'est vrai qu'il y a eu une rupture entre 84 à 2010 par exemple, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui a été remis sur pendule? À l'époque, on importait de la banane. On exportait. On exportait. C'est pourquoi notre radio avait d'ailleurs le nom de Radio Banane. Alors, on exportait beaucoup. Aujourd'hui, faites, je vais dire, l'inventaire des produits agricoles que la Guinée exporte. On produit même plus. C'est juste la bauxite. On ne produit plus. Quel produit agricole la Guinée exporte aujourd'hui? On pouvait compter sur la pomme de terre. La pomme de terre est exportée jusqu'où? C'est jusqu'au Sénégal. On a vu les dégâts. Voilà, c'est jusqu'au Sénégal. Ça se limite au Sénégal. Et aujourd'hui, le Sénégal est en train de prendre les dispositions pour se passer de la pomme de terre guinéenne. Avec la fermeture des frontières. Avec la fermeture des frontières. Nous avons de la banque. Mais est-ce qu'on en a suffisamment à exporter
pour le marché international. Même si nous avons avant d'exporter pendant les contre-saisons. Pendant les contre-saisons. Qu'on puisse consommer. Qu'on puisse conserver afin de pouvoir consommer au moins. Non, c'est vrai, la consommation locale en est une. Mais l'exportation, c'est tout autre. Parce que c'est ce qui. La masse salariale, quand même. C'est l'exportation qui amène à la mobilisation des devises. En attendant d'arriver à ça, il faut penser à l'autosuffisance alimentaire. Oui, mais notre d'abord avant d'exporter. Notre développement ne se résume pas à notre ventre simplement. Non, question de priorité, c'est vrai, mais notre développement ne se résume pas à notre ventre seulement. J'ai bien aimé, par exemple, le président de la République, à la pose de la première pierre du barrage Amaria, quand il a évoqué cette volonté également de l'agro-industrie, c'est-à-dire on va faire le troc avec ceux qui vont construire le barrage pour nous permettre de développer de l'autre côté l'agro-industrie. Le premier barrage Caleta, par exemple, quel est son effet agricole? Swapiti arrive, quel est son effet industrie agricole aujourd'hui? À Maria, on a ces projets. Il faut aujourd'hui que nous sortions des discours populistes, des discours politiques et politiciens pour se mettre au travail. C'est tout. Il faut qu'à un moment donné, ce ne sont pas des forats qu'on organise. Ça ne suffit pas, les forats. Les gens peuvent se retrouver et émettre des bonnes idées. C'est des endroits où on se donne des idées aussi. C'est ce que je dis. On peut se n'en a pas besoin. On en a bien besoin. Pas besoin forcément. On en a bien besoin, Alphonse. Alphonse, on en a bien besoin. Mais il faut bien que derrière, ces idées soient transformées en actes concrets. Oui, mais combien de forats la Guinée a organisé depuis 2010 à maintenant? Il y a eu beaucoup de forats qui ont été organisés à travers le monde et même en Guinée. Mais derrière, qu'est-ce qu'on a pu poser comme actes qui permettent de savoir de telle idée, voilà ce qui a découlé. De telle autre idée, voilà ce qui a découlé. Et après le forum de mai 2018, par exemple, pour un exemple, de mai 2018, en 2019, voilà jusqu'où on est allé avec la mise en œuvre de telle proposition ou de telle idée. Ce sont des questions qui se posent aujourd'hui. Mais quand vous parlez, on a l'impression, on dit non, vous n'êtes pas économiste, vous n'avez pas la possibilité de bien expliquer. Mais quand il y a des résultats, et ça c'est tangible, ça c'est plausible, c'est visible. Bien, Caps, pour terminer, ça m'amène quand même à poser cette question sur le discours d'investiture du chef de l'État où il parlait de 50 000 jeunes, 50 000 emplois par rapport aux jeunes, 50 000 emplois qui vont être créés. Je me demande... Non, 100 000 entrepreneurs. Non, 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs. 100 000 entrepreneurs. Il parlait de la création de 100 000 entrepreneurs. Et c'est ce que le Premier ministre même hier a dit. Il dit maintenant, on a compris qu'il faut créer des champions en Guinée. Et c'est maintenant qui se rappelle qu'il faut créer des champions et que le secteur public ne peut pas créer la croissance dans le pays, que c'est le secteur privé qui peut le faire. Mais moi, il y a quand même quelque chose que j'apprécie, c'est en fin de compte, le Premier ministre a pris la parole. Il faut se dire que depuis longtemps, il ne parle plus. On attend de lui qu'il parle et surtout qu'il commence par nous faire le bilan de ces 2 années de gestion. Tout ce qui ne se mesure pas, encore une fois, ne s'améliore pas. On a besoin qu'il vienne d'abord nous faire le bilan de ces 2 années de gestion pour après nous décliner la politique publique du gouvernement pour, entre guillemets, ces 2 années de contrat qu'il a avec le chef de l'État pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'il a déjà fait et où est-ce qu'on a envie, où est-ce qu'on veut partir. Mais au-delà de cela, je veux dire, la crise de la Covid-19 n'a fait que révéler. C'est une crise qui a été révélatrice quelque part du fait que le plus souvent, les appréciations des institutions de Bretton Woods par rapport à ces croissances dont le Premier ministre a l'habitude de vanter les mérites, ressort quelque part que ces croissances, en réalité, c'est ce qu'il a justifié. Que ces croissances ne peuvent pas justifier la véritable croissance de notre pays. Quand on sait qu'aujourd'hui, ces institutions de Bretton Woods, leurs croissances sont beaucoup plus basées sur le PIB, etc., pendant qu'en réalité, cela devait plus se baser sur l'indice du développement humain, qu'on peut savoir quelque part que les gens, que ça puisse s'évaluer sur le panier de la ménagère. Maintenant, il faut le dire, aujourd'hui, pour qu'on puisse créer cette richesse-là, en réalité, quand on prend le secteur minier, les autres le disaient, les mines ne servent aujourd'hui qu'à réajuster le budget national. C'est tout ce qu'on fait avec l'argent des mines. À détruire l'environnement. Et à détruire l'environnement pendant qu'en réalité, les ressources qu'on devait mobiliser, les mines devaient être un moyen de mobiliser des ressources et d'investir dans le projet agricole. Quand on prend depuis 2010 jusqu'à maintenant, le chef de l'État, il a investi énormément d'argent dans le secteur agricole.
pour des réformes qui ont été engagées au sein du secteur agricole. Ils ont payé des engrais, ils ont fait beaucoup de campagnes. Mais qu'est-ce que ça a donné? On se rend compte que la courbe d'investissement dans le secteur agricole reste très élevée pendant que les résultats qui sont là sont trop bas. Et donc on sent qu'il y a cet déséquilibre entre ces deux courbes. Et c'est justement ce qu'il faut changer. Aujourd'hui, nous appelons le Premier ministre à ce qu'on nous dise concrètement. On comprend que la Covid-19, la crise va se répercuter sur tous les pays du monde. Mais comment la Côte d'Ivoire en est arrivée au fait de pouvoir être mieux préparé que la Guinée? C'est la question qui se pose. C'est parce que tout simplement, ce Premier ministre qui est là n'a pas fait son travail. Voilà pourquoi on est là. Et c'est le pays. Et c'est lui qui a la tête. C'est à la tête. N'oubliez pas. Il nous a pris une promesse. Il nous a pris une promesse. Pas de l'émotionnel, mais du relationnel. Il nous a promis en 2 ans. Quand il venait faire ce discours ce jour-là, c'est un homme averti. C'est un intellectuel chevronné. Donc, il savait qu'en fait, on ne fait pas des prévisions sur la base du néant. On fait des prévisions sur la base du réel. Et vous devez nous dire qu'en 2 ans, on va atteindre cette autosuffisance alimentaire qui vient nous dire encore que les prochaines années seront dures parce que tout simplement, la population va souffrir. Je me rappelle de ce que j'ai dit. Le jour même de la nomination de Kassori Fofana pour la première fois en tant que ministre avec ce régime, lorsque dans ce studio même, je disais une chose. Kassori, peut-être il a les compétences, et d'ailleurs on n'en doute pas. Mais aujourd'hui, le gros du problème, c'est la cohabitation entre le Premier ministre et un président de la République qui semble vouloir tout faire. Quelle place il laisse au Premier ministre aujourd'hui? C'est une cohabitation qui est aujourd'hui, qui inquiète aujourd'hui. C'est la question que vous il aura essayé, parce que quand il est venu, on aura compris quand même qu'il a essayé de poser ses empreintes. Mais lorsqu'on a un président qui ne veut pas être effacé, non, s'il te plaît, laisse-moi parler, laisse-moi finir rapidement. Ce que je veux dire, c'est que dans une nation, ce qui est le plus important, c'est de laisser faire chacun son travail. Le président, il a ce qu'il doit faire. Il a sa feuille de route. C'est une équipe. Le Premier ministre a sa feuille de route. Il faut que, écoute-moi, il faut que dans un pays, juste une phrase, je suis d'accord avec toi, mais cela ne nous empêche pas de dire aujourd'hui ce qui serait aussi à la cause de la situation du pays. Et c'est cette cohabitation, un président qui ne laisse pas les gens faire leur travail. C'est déjà important, c'est la priorité, parce qu'une personne a eu une seule. Je suis d'accord avec ça. Je vais juste dire déjà, une chose. Il faut déjà que chacun dans un pays fasse son travail. Lorsque vous n'avez pas les coups des franges au sein d'un État, dans une gouvernance, vous démissionnez. Voilà. Pour ne pas être en conflit avec l'histoire de son pays. Maintenant, juste dire une chose, et par rapport un peu au discours du président ou de Kassori, il faut qu'ils arrêtent d'indiquer les performances économiques avec des chiffres, mais plutôt l'impact que l'économie a sur le train de vie du Guinéen. L'indice de développement, c'est tout. Qu'on sort un peu de la tyrannie des chiffres, ça va nous éviter ces communications qui vont encore provoquer d'autres colères dans la cité. Dans un instant, nous accueillons le conseiller dans la mairie de Matam. Il s'agit de Youssouf Kamara. On va parler de la gestion des fonds de ce côté. Et si c'était ça le bonheur? À Kaloum, ville aux multiples facettes. Se réveiller au port artisanal de Boulbinet. Aller à la rencontre des vrais gens pour écouter la grande chanson et le pourquoi de Boulbinet Kimbeli. Yes! Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Ça se passe bien? Oui. C'est toi qui vas ici? Oui, on est là. Ah ouais? On est là. Je vois ça. Bonjour. S'entretenir avec Madame la maire de Kaloum. Connaître l'origine des noms Tombo, Mankpa, Almamia, Temintaï. Se balader à Coronti le soir pour être à l'écoute des citoyens. Bonjour. Comment ça va? Amina. D'accord. D'accord. Amina. Merci beaucoup. Et si c'était ça le bonheur, à Kaloum, ville aux multiples facettes. Lamine Guirassi vous y emmène à la découverte du centre des affaires pour les uns et le gros village pour les autres. Un doc événement à vivre exclusivement sur Espace TV. Et si c'était ça le bonheur, à Kaloum, ville aux multiples facettes. Ce dimanche à 20h50 sur Espace TV. Espace TV, la télé des contrastes.
Vous nous regardez à la télévision un peu partout en Guinée, vous nous écoutez à travers nos antennes régionales un peu partout à Boké sur la 99.7, à Kindia également dans la capitale des agrumes, mais aussi à Mamou où vous nous écoutez sur Fraternité FM, vous nous écoutez à Kankan dans le Nabaya sur la 99 sur Radio Espace Guinée. Merci à tous de votre fidélité. Nous avons dans ce studio notre invité, M. Youssouf Kamara, il est conseiller à la mairie de Matam. Bonjour M. Kamara, bienvenue. Bonjour Dame Moussaïro, bonjour à l'équipe de Joe. Bien, allez-y Diba Milmono. Voilà, l'on se souvient de cette sortie il y a encore quelques mois où par rapport à la mobilisation des recettes au niveau de la mairie, aujourd'hui on a l'impression que les choses n'avancent pas. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Absolument, il y a un refus systématique de l'exécutif communal de tenir les sessions plénières en violation du code des collectivités. Je crois dans un premier temps j'étais seul dans le combat, j'étais venu voir comment on peut faire au sein d'une collectivité un an sans passer au conseil, parce que seul le conseil peut programmer le budget qui doit être exécutoire conformément à l'article 471. C'est que suite à cet article, aucune dépense ne pourrait être effectuée si ce n'est pas prévu dans la loi budgétaire en cours. Donc depuis 2019, nous n'avions pas tenu de conseil. Et le rapport qui a été publié par le financier, qui parlait d'une dépense à l'ordre de 1,9 milliard et quelques millions, j'ai eu à contester ce rapport. Le seul lieu, la seule assemblée habilitée à faire la transparence sur ces questions de finances, c'est les sessions plénières. Donc j'ai essayé de changer de stratégie. J'ai rallié d'autres conseillers à cette cause, qui est noble. Et nous avons fait une lettre à la date du 23 décembre 2020. Nous l'avions adressée à l'exécutif communal. Et en violation de l'article 110-111 de ce code qui régit le fonctionnement du conseil et qui n'est pas respecté, il y a au moins 22 conseillers qui ont signé à cette lettre de pétition qui exige la tenue de la session plénière. Pourquoi ce conseil ne se tient pas? Pourquoi? C'est qu'il y a un refus systématique de faire un compte rendu sur les... Parce que oui, c'est l'exécutif communal. Et au vu de la loi dit, à l'article 110, c'est l'exécutif communal qui se réunit et décide les questions à discuter à l'ordre du jour. Et la loi est très claire que dans l'année, à l'article 110, nous devons avoir 4 sessions plénières. Donc ces 4 sessions plénières devaient parler non seulement les questions des finances, mais aussi d'autres questions sur les contrats et d'autres baux. Est-ce qu'aujourd'hui ce conseil ne se tient pas parce que ce comité exécutif se reproche de quelque chose? Ils ont quelque chose à cacher. Déjà l'avancée que nous avons eue, il y a deux membres de cet exécutif, c'est-à-dire 2 vice-maires qui sont signataires de cela. C'est pour dire que le conseil exécutif dans son ensemble, c'est-à-dire l'autorité communale, il y a d'autres qui rejoignent la cause des conseillers qui exigent à ce que les questions de transparence soient mises sur la table. Alors, aujourd'hui, comment évaluer les conséquences de ce refus de tenir le conseil? Comment on explique l'impact? L'impact est qu'aujourd'hui, notre commune ne se développe pas. Parce que quand vous donnez des tâches à des responsables des régies, à des responsables de recettes, il faudrait les évaluer conformément aux objectifs qui ont été fixés au départ. Si toutefois, au cours de cette évaluation, vous n'êtes pas satisfait, ils vont vous remonter les contraintes liées à cette mobilisation. Et vous, en tant que conseiller, vous devez apporter d'autres stratégies plus souples pour leur permettre d'obtenir les objectifs. Vous êtes en train de dire que c'est rentré de ces recettes-là, il y a une gestion opaque. Moi, je veux comprendre. La loi est là. J'ai le compte administratif sous mes yeux. En 2019, sur la projection de 4 milliards 459 millions 773 238, nous n'avions pu mobiliser moins de 2 milliards en 2019, l'année à laquelle j'ai été reçu sur ce plateau. Si vous fixez des objectifs de 34 milliards, vous n'aviez que moins de 2 milliards. Mais convoquez le conseil, convoquez l'ensemble des services de recettes, discuter sur comment améliorer ce résultat. Moi, j'ai envie de comprendre. Aujourd'hui, vous êtes quand même la commune de Matam, la commune qui regorge le plus grand marché de la République de Guinée. Absolument. Cette commune qui a, comme on va dire, la plus grande gare routière de la République de Guinée. Tout à fait, les parkings tout le long de l'autoroute. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je veux comprendre. La première raison, quel est l'argument qui justifie que ce conseil ne se tienne pas, et qu'est-ce qui a fait que de 34 milliards, on se retrouve à moins de 2 milliards quand même de mobiliser, avec tout ce que
Matama comme potentiel par rapport à toutes les autres communes de la République de Guinée. Mais ce sont mes préoccupations. C'est pourquoi je suis là, pour interpeller ce conseil. Parce qu'au-delà de mes interpellations, on a pu rédiger cette lettre qui est restée sans réponse il y a cela 4 mois. Nous l'avions écrit, nous n'avions pas de réponse encore. Si les gens exigent, les personnes auxquelles vous avez confié les destinées de votre commune, alors que le principe de redevabilité, le principe de reddition de comptes sont des principes intangibles en matière de gestion transparente, c'est de les demander pourquoi il y a ce refus systématique. C'est qu'au-delà de ce refus, il y a un dysfonctionnement au sein du conseil qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous soupçonnez que justement l'argent, par exemple, qui manque dans le budget établi, serait, je ne sais pas, empoché? C'est ce que je dis, parce que quand je veux avoir un compte rendu sur une situation, le conseil, l'autorité communale qui est exécutée, qui est habilitée à le faire à travers la convocation des différents services de recherche, de venir nous faire un état des lieux, c'est qu'il porte ce chapeau. C'est que moi, je suis pas saisi la tutelle. Est-ce que la tutelle a été saisie? Parce que la tutelle quand même des communes à Conakry, c'est le gouvernorat. Est-ce que le gouvernorat a été saisi par cette situation? Par cette situation, je crois qu'il y a d'autres démarches en cours, mais dans un premier temps, nous avons dit d'écrire d'abord à l'interne les autorités communales. Et si nous ne sommes pas satisfaits, nous allons... Non, pourquoi je le dis, c'est que nous pensons, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'illégalité. Au vu de l'article 471, nous ne savons pas sur quelle base nous dépensons les ressources allouées à la collectivité. Il y a un autre problème, souci de transparence. À mois d'août, on a octroyé près de 2 milliards à chaque commune dans le cadre de fonctionnement. Et aujourd'hui, par l'État, la subvention, dans le cadre de riposte Covid. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons des travailleurs communaux qui ont fait près d'un an sans salaire. Quand on parle de fonctionnement, c'est que là, c'est les deux volets, volet traitement salaire, volet fonctionnement bureautique et tout ce qui s'ensuit. Dans cette situation, qui vous indexez concrètement? Nous indexons, il y a un clan au sein de notre commune. Il faut les citer. Le maire a un clan, le secrétaire général a un clan. Et le secrétaire général, parce que nous apprenons qu'il serait très très d'accord avec le président lui-même et que il est du parti. Mais c'est comme ça, ce pays, les gens jouent de leur influence pour venir poser des actes en porte-à-faux contre la loi de notre pays. Donc moi, ce que j'exige en ma qualité de conseiller, il faut convoquer ces responsables qui viennent s'expliquer. La question de transparence des fonds des collectivités, c'est pas un truc de secret d'État. On exige la transparence parce que c'est même dit qu'en conseil, nous devons fonctionner sur le principe de publicité de tout ce que nous faisons. Rien ne doit être caché. La loi nous permet de recevoir même les citoyens, de venir poser des questions sur des conseillers. Et tout ce que nous faisons pour cette collectivité, il faut que nous associons les citoyens sur les décisions que nous devons mener en termes de réalisation du PDL, du PAI, tout ce qui s'ensuit. Mais à mon fort étonnement, aujourd'hui, depuis le début de mes dénonciations, je suis interdit. Le bureau de la commission, je n'ai pas accès, j'avais une clé. Donc tout cela montre cet acharnement. Moi je ne demande, ce n'est pas une question de personne, c'est une question de principe. En 5 ans, nous devons être devant ces mêmes populations pour nous expliquer qu'est-ce que nous avons fait de leurs ressources. Donc moi je ne peux pas cautionner, je ne peux pas être complice de ces actes vraiment de fonctionnement bancal du genre et que demain je viendrai pleurnicher auprès des gens. Non, c'était pas moi, c'était l'autre. C'est le bon moment de venir. Est-ce qu'on peut avoir une idée des ressources que la mairie est capable de mobiliser, par exemple, en une année? En une année, si les choses sont bien gérées, on peut au moins mobiliser 10 milliards. 10 milliards, parce que je vous donne un exemple. Il y a le marché de Bonfils. Le marché de Bonfils est dans un contrat de concession avec monsieur Lamine Traoré. Tout le marché de Bonfils que vous voyez, de la route du Niger jusqu'au niveau de l'autoroute, ne payait à la commune que 1 800 000 francs comme comment dirais-je, comme frais de location, redevance à la commune. 1 800 000 francs par mois. Nous nous sommes amusés à rencontrer notre administrateur qui est notre représentant, puisque c'est eux qui gèrent les questions de location, le droit de redevance, entretien stand et tout ce qui s'ensuit. Ce dernier nous a dit, si nous faisons une autogestion de ce marché, nous pouvons avoir 147 millions par mois. Il nous a fait un rapport détaillé, journalier, de ce que reçoit l'équipe de Lamine Traoré. Nous nous sommes battus pendant 2 ans.
Lamine Traoré, poubelle de Conakry. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes battus pendant 2 ans pour résilier ce contrat parce qu'il y a une disposition à son article 6 qui nous donne la possibilité pour cause d'utilité publique, nous pouvons récupérer cet endroit et trouver d'autres financements afin au moins qu'on puisse impacter sur notre bilan. Cela était impossible. Après cela, on nous débarque il y a quelques semaines que le président a donné un coin à un de ses amis libanais qui doit venir recaser les femmes de Koporoa là-bas. Ils sont en train de faire des hangars en violence. On n'a même pas résilié l'autre contrat puisque le président a parlé immédiatement. Et dans le cadre du fonctionnement du conseil, il ne doit pas avoir immixtion. Seul le conseil est responsable de la cession, de la résiliation d'un contrat ou pas. Il y a des contrats qui ont été résiliés par le gouverneur. Au niveau du marché Madina, le contrat appartient à M. Sala, M. Foulaba, où le gouverneur avait cédé ses marchés aux communes. Vous ne pouvez pas céder un marché, vous vous immixez pour venir annuler d'autres contrats. Donc aujourd'hui, les gens ont cette peur au chef, et chacun veut sauvegarder son petit poste, chacun veut garder ses petits intérêts. Nous devons sortir de cet esprit. Nous devons savoir que seules les populations de Matam comptent par rapport à la maximisation des recettes et à la réalisation. Et les autres marchés, on a 4 autres marchés. Il y a Madina, il y a le marché Mbalia, il y a le marché Unipra et la gare routière qui verse des recettes. Aujourd'hui, on avait fait une session plénière où on a exigé, à ma qualité de rapporteur de commission Ecofinance, de nous remonter l'ensemble des reçus, des quittances qu'on recevait qui venaient pour évaluer au jour la performance de ces différents responsables. Ça a été un refus catégorique. Ils ont bloqué la situation. Nous avons demandé à revoir les contrats qui ont été ficelés bien avant nous, de voir quelles sont les failles, et quels sont les dysfonctionnements et comment y remédier. Là aussi, il y a un blackout. Donc je me demande, je dis, on ne peut pas vivre dans un tel conseil et tout ce que vous demandez en termes de... Je sais, à la date du 23, je vous ai appelé et j'ai dit d'envoyer vos reporters, nous devons tenir une session plénière. Puisque nous avons fait cette lettre, ils ont refusé de répondre, ils nous ont adressé une autre lettre qui parle d'une session plénière pour venir parler sur le PAI que l'État doit donner. C'est que nous vivons de la mendicité, nous ne voulons pas mobiliser les ressources internes auxquelles les populations de Matam ne sont redevables. Au jour d'aujourd'hui, même un forage, on n'a pas pu réaliser en 2 ans de gestion aux citoyens de Matam. Comment on peut rester dans ce statu quo? On n'évolue pas. Et quand vous parlez, les gens essayent de vous donner des étiquettes par-ci, par-là. Il y a des menaces par-ci, par-là. Moi, je ne fonctionne pas de la sorte. Alors, on exige la transparence. Ça fait maintenant pratiquement 2 ans que vous menez cette lutte. Et c'est clair pour tout le monde qu'il y a un souci de transparence dans la gestion. Absolument. Avec cette équipe-là. Maintenant, ma question est de savoir, au début, vous étiez seul. Oui. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vous ont rejoint. Tout à fait. Notamment, vous avez des pétitions. Il y a 2 vice-maires déjà qui sont pétitionnaires. Il y a Badra Kondé, il y a Guéné Kondé, qui sont tous signataires de cela parce qu'ils partagent ce point de vue. Il y a d'autres pétitionnaires qui sont là, qui ont signé ce document et qui se reconnaissent. Et maintenant, pour quel objectif? Ma question. L'objectif, c'est de tenir la plénière parce que la lettre est claire. C'est que la lettre n'exige que la tenue de la plénière où les questions liées aux questions de finances, aux questions des travailleurs communaux, au fonctionnement de la mairie devaient faire l'objet de débats internes pour qu'on puisse être éclairé sur l'ensemble des dysfonctionnements et des blocages qui existent. Maintenant, moi, ma question, c'est de venir justement pour terminer, comme le dit Mme Hiro. Tout à fait. Aujourd'hui, avec toute cette mobilisation, des nouvelles personnes, ces vice-présidents qui se joignent à vous, et vous avez à peu près une dizaine de personnes qui ont signé cette pétition, qu'est-ce que vous comptez faire à part cette pétition? C'est qu'à part de cette pétition, puisqu'il y a une question de responsabilité aux différents niveaux, c'est que la tutelle sera saisie, qu'on exige, si à défaut qu'on ne tienne des conseils, qu'on envoie des équipes d'audit externes qui doivent venir évaluer ce que nous avons. Je viens de donner des chiffres ici quand tu mobilises, tu veux mobiliser 34 milliards, tu n'as que moins de 2 milliards. Mais ça donne. Est-ce qu'on peut avoir une idée des projets que vous vous étiez fixés au départ? Il y avait assez de projets. Nous nous sommes fixés le projet de réalisation des forages dans les 24 quartiers. Pour permettre à nos populations d'être soulagées sur les questions d'eau potable. Nous sommes projetés dans la réalisation. 0 forage à nos jours. 0 forage. Et quelle autre activité? Nous sommes projetés à la rénovation des centres de santé, les écoles qui sont en état de délabrement avancé et aussi trouver des heures de jeu pour la jeunesse. Il y avait tant de projets qu'aujourd'hui que nous sommes incapables. Nous sommes incapables même de payer les travailleurs communaux. C'est pas le bilan de la commune
Non, le bilan est globalement négatif. Il y a une guerre des intérêts à l'interne. Et les gens ne veulent pas qu'on aille sur le terrain de la transparence. Sinon, ce que je demande, c'est pas de la mer à boire. Et moi, depuis mon premier passage ici, le lendemain, le conseil devait immédiatement appeler, convoquer un conseil pour venir soit apporter des démentis par rapport à mes déclarations ou éclairer les gens sur les questions. Qu'est-ce que le gouvernement? Mais le gouvernement n'a rien fait. C'est ça la vérité. Ils n'ont pas été saisis encore. Le gouvernement n'a pas été saisi. La question que j'allais poser. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire, Alphonse Mara. On est malheureusement pris par le temps. Youssouf Kamara, vous êtes conseiller communal à la mairie de Matam. Merci d'être passé dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Voilà, il le dit, blackout total, manque de compréhension entre les conseillers à la mairie de Matam. C'est aussi l'autre image de la Guinée. Nous revenons dans la deuxième partie. Nous recevrons ces avocats donc, de Chérif Ba du côté de Paris. On va l'appeler en direct. Il interviendra et nous parlerons bien évidemment d'autres sujets. Merci de nous rester fidèles sur Radio Espace Guinée. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.